J'ai complètement craqué sur cette réception. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous partager la réception de quelques cartes que j'ai achetées récemment. On va se concentrer sur One Piece Card Game parce que c'est le gros de mes recherches actuellement, mais pas que. Vous savez que moi je suis un collectionneur de multi-TCG au global, il va y avoir un petit peu de tout dans cette vidéo. Cette vidéo et ce genre de vidéo globale sur la chaîne, ce ne sont absolument pas des conseils d'achat. Je préfère le préciser, je l'avais jamais dit en préambule des vidéos précédentes, mais au moins ça a le mérite d'être fait cette fois-ci. C'est un prétexte pour partager ma passion, montrer des belles cartes, discuter parfois de l'œuvre adaptée sur les cartes, bref, passer un bon moment dans un univers qui, moi, me passionne. Globalement, ça me permet de partager plus que de conseiller. Collectionnez ce que vous voulez, du moment que ça vous fait plaisir, c'est le principal. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur Instagram si vous voulez plus de contenu lié à la collection des cartes, voir de nouveaux arrivages, peut-être même quelques anecdotes sur des cartes à collectionner ou des TCG au global. Eh ben, je vous invite à me rejoindre sur ce Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir. Merci énormément pour ça. J'essaye de poster 3 fois par semaine avec un contenu assez varié, comme en témoigne peut-être la page de présentation ici que je vous partage. Autre chose, vous savez qu'on a un site internet qui s'appelle labelcarte.fr sur lequel vous pouvez acheter notamment vos TCG préférés. Et ça y est, certaines cartes à l'unité One Piece sont apparues sur le site. Maintenant, vous avez la catégorie à droite cartes à l'unité. Et dans cette catégorie-là, dès qu'on aura des cartes qui dépassent les 150-200 euros, on les listera également ici et pas seulement sur notre card market. Pensez à aller y faire un tour de temps en temps. L'idée, c'est d'avoir des arrivages assez réguliers. J'en profite pour vous dire que nous cherchons à racheter des collections de cartes One Piece. Donc, si jamais vous avez des cartes One Piece dont vous ne servez plus, que vous voudriez revendre peut-être pour faire d'autres achats, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. On a notre mail pro qui est disponible dans la description, labelcartepro@gmail.com. Vous nous listez les cartes que vous avez à vendre et nous on vous fait une offre. On cherche plutôt des cartes de collection que des cartes de jeu. Donc contactez-nous plutôt pour des alternatives, des promos, des paraleaders, des SP, voire peut-être des mangas en fonction de notre budget. C'est plutôt ça que l'on recherche actuellement. Et enfin, promis après c'est fini, je vais vous demander quand même de laisser votre meilleur pouce bleu, de partager dans l'espace commentaire votre avis peut-être sur cette réception, ou alors me dire ce que vous avez acheté récemment, histoire de créer de l'échange et du débat. C'est cool parce que moi je lis tous les commentaires et ça me permet d'avoir un partage en retour de votre part. Et en plus de ça, ça brosse l'algorithme YouTube pour que la vidéo soit plus proposée. Merci à tous ceux qui le font déjà et à tous ceux qui le feront. Enfin, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et vous pouvez activer la petite cloche des notifications. Ça vous permet d'être alerté quand la vidéo sort. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. Alors globalement, actuellement, mes recherches se concentrent sur la Cardass Vintage et One Piece Card Game. Donc il va y avoir beaucoup de One Piece Card Game dans cette vidéo. La Cardass Vintage étant un monde impénétrable. En tout cas, voilà, les Cardass Vintage ne sont pas légion sur les internets. Je ne peux pas en recevoir régulièrement et donc je ne peux pas vous en présenter régulièrement. Et puis d'ailleurs, de toute façon, je les dédie à des vidéos dédiées à ça. Donc voilà, il n'y aura pas de Cardass Vintage dans ce Mail Day. Par contre, il y a pas mal de One Piece. Voilà. Je vais commencer par vous montrer les cartes qui ne sont pas liées à l'univers de One Piece Card Game dans ce petit arrivage. Il y en a quand même quelques-unes. Je vais commencer par les magnifiques orateurs redoutables qui sont signés par le champion du monde, Jean-Emmanuel Deprat. Pour ceux qui ne sont pas de la sphère de Magic, ces cartes-là sont les cartes à l'effigie du champion du monde de 2023. Il faut savoir que quand vous gagnez les championnats du monde, vous avez le droit d'avoir une carte à votre effigie dans le jeu. Ici, c'est le joueur français Jean-Emmanuel Deprat qui en plus a pu signer mes 2 cartes. Je m'étais engagé à récupérer toutes les versions différentes de sa carte. Il y en avait 2 et donc elles sont là. En plus, la petite anecdote est rigolote, c'est que je n'ai ouvert que 2 boosters collector de Lorwyn et j'ai drop les 2 versions, histoire de pouvoir tenir la promesse que j'avais fait au chat au moment où j'ai casté les championnats du monde. Mais je raconte cette histoire dans un petit réel sur Instagram. J'espère que ça vous donnera envie d'aller le regarder. Elles sont plutôt sympas, la carte est très très puissante. Ça va rentrer directement dans Animar et globalement ça peut être joué dans un peu tous les formats. Donc voilà, merci à JE d'avoir posé sa signature dessus. Autre petite carte que je peux vous montrer, c'est la version secret de Naruto Mythos TCG qui nous a été envoyée par l'éditeur en termes de produits sample pour pouvoir découvrir, tester le jeu. On a pu tester le jeu, on vous fera nos retours dans le podcast Multi-TCG.
Mais en attendant, ils nous ont montré quelques cartes histoire de se faire un avis. Et ici, c'est une petite Secret Naruto Uzumaki. À savoir qu'il y a d'autres raretés supérieures à Secret. Il y a notamment la rareté Mythos, donc mythique, j'imagine, et la rareté légendaire avec la fameuse carte Naruto 22 carats qui a été révélée et numérotée à 2000 exemplaires en anglais et 1000 exemplaires en français. Mais ça, on vous en parlera aussi dans le podcast. Et dernière carte. J'avais dit plusieurs choses. C'est un retournement de veste total, donc il faut forcément que je vous donne des explications. J'avais fait une vidéo pour dire que j'arrêtais la collection Pokémon. C'était notamment en 2024. Et c'est vrai que je n'ai pas acheté de carte Pokémon depuis 2024. J'ai passé tout 2025 sans acheter une seule carte. J'avais décidé d'arrêter la collection Pokémon parce que je fais partie du problème de Pokémon, c'est-à-dire que je ne m'intéresse qu'aux premiers sets. En tout cas qu'aux premières générations. Première génération, deuxième génération, un peu troisième génération, parce que c'est ma génération de l'enfance. Je ne consomme pas les jeux vidéo Pokémon, et donc je ne connais pas les nouvelles générations de Pokémon, et donc je n'ai pas d'attrait pour les nouvelles générations de Pokémon. Et en 2024, notamment au début d'Écarlate et Violet, on est revenu un petit peu avec des propositions de sets Pokémon qui mettaient en avant les nouvelles générations de Pokémon, notamment ceux qui constituent les jeux vidéo. Et c'est une bonne chose, c'est comme ça que Pokémon devrait se renouveler. Mais il y a trop de gars nostalgiques comme moi qui sont sur Pokémon pour avoir des Dracofeu, des Tortank, des Noctali, des Evoli, des Ho-Oh, des Lugia, parce que je ne suis pas l'actualité de Pokémon actuelle et que ce qui m'intéresse, c'est plutôt la vibe nostalgique et le rapport à l'enfance que ça partage. Donc, comme Pokémon avait besoin de mettre en avant ces nouvelles générations et continuer à évoluer, et que moi je suis un peu le problème de Pokémon, c'est-à-dire ces gens qui sont dans Pokémon que pour les vieux Pokémon, je dis bon bah Pokémon c'est plus trop pour moi, j'ai récupéré pas mal de cartes qui me plaisaient, notamment sur le bloc épée et bouclier et quelques cartes vintage. Je me mets en pause, j'arrête de collectionner Pokémon et puis advienne que pourra quoi. J'avais dit aussi que les Pokémon Terra Crystal, c'était pas mon bail. Je comprenais pas trop le côté cristallin de la carte et surtout le fait que le Pokémon ait une espèce de couronne. Je trouvais pas ça très esthétique, ça me plaisait pas beaucoup et donc j'étais pas particulièrement client. Donc en gros, même quand ils sont mis à remettre des Pokémon des premières générations en avant, que ce soit le Pikachu ou alors que ce soit toutes les Evoli avec évolution prismatique, j'étais un peu éloigné. Ça m'a pas fait sombrer, ça m'a pas fait acheter du Pokémon. Et puis là, ils sont revenus fin 2025 quand même avec des propositions assez intéressantes. Je pense notamment au Mega Dracofeu que je trouve magnifique. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au Japon. Et au Japon, en fait, j'ai vu les vitrines. Et bon, vous savez, je ne vais pas vous faire un dessin au Japon. Dans toutes les boutiques, qu'importe la boutique, il y a du Pokémon. Et il y a souvent d'ailleurs les mêmes cartes, les mêmes belles cartes qu'on revoit. Et il y a une carte en vitrine qui a attiré mon attention, qui a vraiment un peu... donc mes yeux ont accroché sur la carte et je l'ai trouvée particulièrement jolie. J'ai réussi à résister parce que j'étais au Japon notamment plutôt pour de la Cardass vintage et pas spécialement pour du Pokémon. Mais il y a une carte qui m'a trotté. Et avec toute l'actualité One Piece actuelle, les prix Pokémon ont tendance à être plutôt bas, plutôt accessibles. Il y a peut-être des opportunités à faire. Ce qui fait que là où, 1, je devais plus collectionner Pokémon, 2, je n'aimais pas les Pokémon Terra Crystal, je me retrouve avec cette carte-là. Et c'est magnifique. En fait, je ne peux pas nier, quand bien même je n'apprécie toujours pas le fait que mon Noctali soit couronné, la carte est folle. La carte est folle. Et cette carte-là, elle m'a un peu accompagné pendant tout mon voyage au Japon. Et à chaque fois, je suis là en mode non, mais vas-y, tu la trouveras moins cher plus tard. Ou tu te dis à chaque boutique, tu vas la trouver un peu moins cher. Et puis finalement, ça n'arrive pas. Et puis bon, je suis parti du Japon sans la prendre. Et là, avec on va pas dire le drop de prix, mais il y a un petit manque d'intérêt sur Pokémon en ce moment, qui fait que j'ai trouvé cette carte-là à un prix vraiment très raisonnable pour la beauté qu'elle représente. Et en France en plus, donc j'ai pas eu besoin de la faire importer, et ça c'est plutôt sympa. Je l'ai eu pour 260 €, si je dis pas de bêtises. Ce que je trouve franchement pour cette carte-là très, très acceptable. Et donc au-delà de l'illustration, après on apprécie pas le Terra Crystal,
les effets de la carte, l'illustration, le dessin, les décors, le jeu de couleurs est quand même dingue, quoi. Ça reste un Pokémon de deuxième génération. Non, mais je me suis pas mis non plus à acheter Coraidon, Miraidon. Je les connais pas, ces nouveaux Pokémon, donc ils me parlent pas, quoi. Voilà. Forcément un peu de build-up pour vous expliquer ça, parce qu'en même temps, si tu as vu ma vidéo, j'arrête de collectionner Pokémon, et si tu m'as entendu à plusieurs reprises dire ah, Pokémon Terra Crystal, je vous comprends pas les gars, c'est trop bizarre, bah tu comprends pas pourquoi j'ai cette carte entre les mains. Moi-même, je crois que je comprends pas vraiment. Juste, elle me plaît, elle m'a attiré, elle était abordable, let's go. Et pour le coup, je pense que je vais reprendre un peu la collection de Pokémon, un tout petit peu, parce qu'il y a 2-3 autres cartes sorties en 2025 qui me chauffent pas mal. Si vous suivez le contenu, vous savez un peu de quoi je parle. Allez, on est parti maintenant sur One Piece. On a la magnifique Shanks version PSA qui est encore sous son blister scellé. Donc ça, c'est les cartes que tu reçois quand tu es abonné à l'abonnement de PSA, PSA Magazine. Une fois par an, tu reçois une carte en collaboration avec One Piece. C'est la troisième. Il y avait d'abord un Luffy, puis ensuite une Boa Hancock et maintenant une Shanks. La carte est plutôt très cool. Voilà. Donc je la décellerai pour la mettre dans le classeur, mais comme je l'ai reçu il y a 2 jours, je ne l'ai pas encore fait. Et j'adore à la fois les leaders, à la fois Shanks, à la fois les collabs. Bon, c'est une carte qui coche toutes les cases, c'est plutôt très sympa. Bah, encore une fois, abordable, quand je dis abordable, Manfred, 260 € pour Noctalis, c'est jamais abordable si tu raisonnes au prix de ce que ça devrait valoir en tant que bout de carton, rien n'est abordable. Tout ce que je vais montrer est inabordable. Mais si tu raisonnes par le contexte dans lequel ça s'inscrit, par le prisme justement où tu peux analyser comparativement à d'autres cartes de collection, d'à peu près même rareté, sur d'autres TCG ou même internes à Pokémon, c'est abordable au contexte duquel on parle. Bien sûr, sinon rien n'est abordable dans la collection des cartes TCG. On a besoin de cartes pour jouer, la collection n'est pas utile. Cette petite carte que j'ai eue avec le playmat, alors à la base j'ai commandé plus tôt pour avoir le playmat, mais je me suis dit vas-y tant qu'à faire, paye le prix max et comme ça tu as la carte aussi parce que je la trouve très belle. Donc voilà, c'est Zeus qui est mis à l'honneur, mais il y a quand même Nami sur la carte. Les effets sont magnifiques, une très très belle carte, Bandai Card Fest, pas très onéreuse et très jolie, et qui me permet d'avoir un joli tapis pour pouvoir vous proposer un fond différent sur certaines réceptions. Autre carte de fou, ça c'est la carte que j'ai ouverte dans OP14, la Roronoa Zoro, qui ne cesse d'ailleurs de prendre de la valeur. Les gens sont matrixés par cette carte, et ils ont bien raison. J'avais dit dans une vidéo One Piece que c'était beau à s'en crever les yeux, je ne m'attendais pas du tout à l'ouvrir. Et maintenant elle est là, et c'est divin. C'est la plus belle SP full art que le jeu n'ait jamais produite, d'après moi. Devant même la Sabo et la Nami qui vont arriver en OP15. Le jeu de lumière sur le personnage et sur les personnages est fou. La tenue de Zoro, c'est ma tenue préférée. Sanji, j'adore Sanji. Bref, il y a tout. Sabaody, c'est une des îles les plus mythiques, je trouve, de One Piece. Ouais, c'est une carte de fou. C'est une carte de dingue. Le sabot est magnifique, hein, mais cette carte-là est fantastique. Petite carte, je l'ai mise dans ma collection, mais c'est un peu tronqué parce que elle va partir pour un copain à moi. Big up à Nico s'il regarde cette vidéo. Donc voilà, Dracul Mihawk, c'est une autre carte que j'ai ouverte dans mes displays OP14 françaises. Mais je collectionne les leaders grosses têtes, mais je vais plutôt vers les leaders sur lesquels j'ai de l'affect, des personnages que j'aime bien. Et ça va peut-être vous étonner, on n'est peut-être pas dans le même team, mais ça s'entend. Mihawk, moi, un peu rien à faire. Je trouve qu'on n'en connaît pas assez du personnage. Je connais pas je connais pas assez sa background story entre guillemets. C'est un personnage qui fait juste pour l'instant pour moi un peu de l'aura farming, mais je suis pas attaché au gars. Ouais, j'en ai rien à foutre en fait. Son développement ne m'a pas encore intéressé, ou en tout cas je pense que Oda lui a pas encore donné son arc, son moment, ou alors juste ne souhaite pas développer le personnage. Mais je suis pas attaché au perso, quoi. Ici, on a une autre carte d'OP14 exceptionnelle, la Boa Hancock, pareil, qui ne cesse d'augmenter. Hein. J'ai eu la chance de cliquer cette carte il y a quand même déjà quelques temps, donc tant mieux. Mihawk, c'est un peu comme Shanks? Bah non, justement, Shanks, on a de l'histoire, on a de la background story. Shanks, au même titre que Mihawk, il farm l'aura à fond, mais au moins, on sait d'où il vient, on sait quelles sont ses motivations, on connaît son but, on le voit interagir avec plein de personnages. Ok, il se fait discret dans l'œuvre, mais quand on entend parler de lui, c'est pour développer quelque chose d'intéressant.
Enfin, Mihawk, avant la Cross Guild, c'est vraiment le gars que t'as vu 3 fois et qui découpe des gens de manière simple et sans même trop dialoguer, tu vois. Ah oui, il a entraîné Zoro, enfin, je sais pas. Je le vois plus comme un but à atteindre, comme un élément scénaristique porteur pour d'autres personnages, notamment pour Zoro, plutôt que comme un personnage indépendant et intéressant en lui-même. Donc, ouais, Mihawk, rien à faire. Je reviens sur Bo Hancock, la carte est magnifique. Évidemment, je vais jouer Bo Hancock en OP14, enfin, au-delà des autres decks que je joue, parce que je joue un peu tout sur One Piece. Et donc, il me fallait le leader alternatif, et la carte est juste trop stylée pour tous les fans de Boa. Donc tu sais pas trop ce qu'il veut, Shanks, mais je veux dire, t'as quand même des flashbacks sur lui, t'as quand même des origin story, tu le vois quand même à plein de moments dans l'histoire. Enfin, vous pouvez pas comparer l'écriture de Shanks à celle de Mihawk. Ça serait pas objectif, je pense. En parlant de Shanks, c'était le dernier leader grosse tête qui me manquait de OP9, mes leaders grosse tête préférés, hein, OP9, qui est pour moi un des meilleurs sets de One Piece. La carte est magnifique. Et c'est... Est-ce que c'est le plus stylé? Ouais, avec le Figure 5 peut-être. Ah, ils sont tous stylés en vrai, j'adore Barbe Noire et Buggy aussi. Bref, ces cartes-là sont folles. Un autre leader grosse tête que je tenais absolument à avoir, un deck que j'ai beaucoup joué et que j'adorais. Alors je jouais avec la version collab PSA, mais en vrai si j'avais eu plutôt cette version grosse tête, qui commence à prendre un peu de valeur parce que c'est OP5 cet anniversaire, je pense que j'aurais joué avec celle-là plus qu'avec la version PSA, je la trouve plus belle. L'autre est cool, c'est une collab PSA, l'illustration est sympa, mais voilà, moi j'adore les big heads comme ça, avec la frame, la texture. Là, c'est un Luffy déterminé, visage ensanglanté. La carte est trop cool. Autre carte. Nami, leader de OP11, qui devrait avoir quelques atouts à la sortie de B3. C'est une carte qui va recevoir un peu de support, notamment avec la Nami de B3. Donc pour l'instant, c'est pas un deck très représenté dans le méta, mais ça devrait monter un peu. Et puis bon, bah voilà, c'est un personnage iconique, un personnage cool, donc je me devais de l'avoir dans la collection des grosses sets. Pour la plupart des gens, les leaders alternatifs, c'est plus des cartes de pimp, dans le sens où c'est plus des cartes qui vont sublimer tes decks. Moi, je le fais aussi pour ça, mais j'aime les collectionner pur et dur, quoi. Genre, c'est aussi des cartes de collection pour moi. Je trouve les cartes toujours très très belles. Et il y a une vraie ressemblance avec la carte Boa de par le fait que les couleurs soient les mêmes. Hein. C'est deux personnages bleu-jaune et je trouve que ça se mixe très bien. C'est une répartition de couleurs qui est assez jolie sur les cartes. Donc voilà pour le gros de cette réception. Maintenant, on va passer à la plus belle carte de cette réception, en tout cas pour moi, qui est une chess card, une carte que je voulais absolument acquérir. Je pense que ceux qui suivent la chaîne savent de quelle carte on va parler. J'ai eu énormément de difficultés à la trouver, énormément. Alors évidemment, si tu as budget infini, tu trouves tout ce que tu veux. Mais quand tu veux essayer de ne pas surpayer, surtout dans cette hype de One Piece actuelle, quand tu veux essayer de trouver à un prix raisonnable, rien n'est raisonnable, on ferme les guillemets comparativement au game dans lequel on est. Si tu veux trouver les cartes au prix raisonnable, c'est très compliqué. Donc j'ai mis un certain moment, mais elle est enfin arrivée. Je vous présente officiellement ma carte préférée de One Piece Card Game. Peut-être la deuxième parce que la leader Alt Vivi a un gros impact émotionnel sur moi. Mais ça reste une carte de fou. Voilà, c'est pour moi la plus belle carte du TCG sortie en 2025. J'en ai fait une vidéo dédiée. J'ai préféré l'acheter en PSA 10 parce que j'ai très peur des faussaires actuellement et j'ai très peur des mangas vendus en loose. En fait, le game de One Piece maintenant a tellement concentré l'aspect collection que la plupart des mangas que vous pouvez acheter en loose sont probablement des mangas qui ont des défauts. C'est très rare maintenant de trouver ce type de manga-là non gradé. Donc je me suis dit, ok, va chercher directement
une version PSA 10, tu seras sûr à la fois de son authenticité et du fait qu'elle soit en bon état. Cette carte-là, je ne l'ai pas trouvée en Europe parce que les prix sont déjà démesurés, en tout cas déjà au-dessus de mes moyens. Je l'ai fait venir du Japon, cette carte-là. Donc elle a mis un moment à arriver. Je l'ai cliqué il y a déjà pas mal de temps et grand bien m'en fasse parce que son prix est déjà très, très, très inabordable. Mais ouais, elle vient du Japon. Je suis passé par Bailly, si jamais ceux qui ne connaissent pas, je peux peut-être vous en toucher deux mots. Bailly, c'est un proxy. Je ne suis pas sponsorisé hein, pour vous parler de ça. C'est vraiment juste un truc que j'utilise régulièrement. C'est un site proxy qui vous permet d'enchérir ou d'acheter des cartes sur des sites qui sont normalement réservés aux Japonais. Et notamment grâce à Bailly, qui est un proxy, c'est-à-dire que c'est eux qui vont passer la commande pour vous. Les produits que vous allez acheter vont aller dans leurs entrepôts et ensuite ils vont vous faire un envoi international. Bah, ça vous permet d'acheter sur Mercari. Et Mercari, c'est globalement Vinted ou Le Bon Coin, mais exclu japonais. Voilà. Donc voilà, Luffy Gear 2, qui est pour moi la plus belle manga de One Piece Card Game, en tout cas ma préférée. Une manga qui a longtemps été un peu sous-cotée. Alors, vu l'explosion des prix de One Piece, maintenant tout est surcoté, donc ça n'a plus trop de valeur. Mais encore une fois, au regard des autres cartes, on va pas parler de son prix pur et dur, mais analyser comparativement à d'autres cartes de One Piece Card Game. C'est une carte qui je pense, a été est un peu passée sous les radars des gens. Ça reste une carte de EB qui sont des sets très peu print et quasiment jamais reprint. Donc c'est une manga d'un set un peu particulier. Ça reste pour moi le marqueur de la première génération de One Piece, passage en Gear 2 à Enies Lobby contre Blue Eno. Pour certains, pour des anciens comme moi, c'est peut-être plus iconique même que Luffy en Gear 5. Je pense que c'est les deux marqueurs de l'évolution de Luffy. D'abord le Gear 2, la première fois où il dépasse ses limites et où on a un espèce de power épique pendant en plus un arc qui est hyper intense émotionnellement. Et puis à ceux qui ont rejoint One Piece Card Game plus récemment et qui, eux, leur moment iconique, la référence, c'est plutôt le réveil de Nika et le Gear 5. Je pense que en termes de sens, en termes d'écriture, en termes de scénario, le Gear 5 a plus de valeur pour Oda. Enfin, je veux dire, c'est le retour du dieu soleil, la libération des opprimés, le retour de Joy Boy. Gear 5 est symboliquement plus important que le Gear 2. Mais le Gear 2, pour moi, c'est émotionnellement très puissant. C'est la première fois que One Piece m'a mis une claque. C'est les AMV que je regardais en boucle sur Dailymotion à l'époque. Ça date déjà d'il y a très longtemps. Et donc j'ai l'impression que ça dépend un peu de quand est-ce que tu es arrivé dans One Piece, quoi. Si tu es arrivé dans One Piece il y a 20 piges, peut-être que le Gear 2 résonne plus en toi que le Gear 5. Et donc, au regard de la différence de prix qu'il pouvait y avoir entre cette manga-là et la manga Gear 5, je trouvais que c'était parfois un peu sous-coté. Bon, maintenant tout a explosé, donc il n'y a plus trop, il y a plus trop de, il y a plus trop de débat là-dessus. Hein. Maintenant, la carte est très recherchée et très chère. Mais ouais, je trouve que c'est une carte qui est folle. La fumée comme ça qui masque un petit peu la plupart des cases du manga derrière, mais on a quand même le visage de Luffy en haut à gauche pour profiter quand même du visage du personnage, parce que c'est vrai que dans cette pose-là, on profite pas du visage de Luffy, alors que on sait que Luffy il a un visage hyper expressif. Bref, il y a tout pour moi dans cette carte. C'est vraiment pour moi la meilleure manga du jeu, et je serais pas étonné que petit à petit, au fil du temps, la différence de prix qu'elle peut avoir avec la Gear 5 se gomme de plus en plus. La Gear 5, au P5, ça a été quand même plus édité que B2. En plus, il y a la version PRB dans PRB1 qui tombait dans les God Pack. Je ne serais pas du tout étonné, je pense que c'est même assez sûr, qu'il y a plus de Gear 5 en circulation que de Gear 2. Donc ouais, c'était vraiment... en gros, si j'arrivais pas à me procurer cette carte-là maintenant, il y a un monde assez clair où je la laissais partir à tout jamais, quoi. Où elle m'aurait échappé à tout jamais. Donc je suis très content de pouvoir vous la présenter, vous en parler. J'ai un petit contenu sur Insta qui sortira bien évidemment. Et en plus de ça, sujet à appréciation bien sûr, sujet à débat, le chat, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que les graded card case autour en violet, ça sublime bien la carte et ça vient donner un peu d'attrait, un peu de couleur au boîtier PSA qui est parfois un peu austère quand même.
Ouais, c'est une pose iconique de la pop culture. Mais en même temps, encore une fois, la pose, le Gear 5 est devenue aussi iconique de la pop culture. Donc, je veux pas déprécier le Gear 5 en valorisant celle-là. Je dis juste que parfois, les gens se sont vraiment matrixés par la Gear 5, alors qu'il y avait ça qui est resté à 500 balles pendant des mois et des mois, quoi. Yo le P, comment ça va? Regarde-moi ça. J'aime bien le boîtier PSA, ça fait vintage. La seule chose que je reconnaîtrais au... La seule chose que je reconnaîtrais au boîtier PSA, c'est que ce que je n'aime pas, par exemple, chez des sociétés comme Collectora, qui font pourtant un très bon travail, euh, je trouve que ce que j'ai envie de mettre en avant, moi, c'est la carte. Et qu'avec une étiquette aussi austère que PSA, c'est la carte qui est sublimée. Quand tu te retrouves à avoir des boîtiers qui ou étendent l'art, ou alors font une étiquette très colorée, très visuelle en rapport avec l'art, et bien du coup tu ne showcases plus la carte, mais plutôt l'ensemble, et du coup la carte se perd un peu dans l'étiquette. Moi j'aime bien les étiquettes très neutres, tu vois. PSA, Tag c'est une étiquette transparente, j'aime beaucoup. Beckett, même si j'aime pas en fait j'aime pas les étiquettes dorées. Beckett Black Label, là du coup on parle, ouais. Mais du coup PSA pour moi fait le job de je ne vois que la carte et en plus tu peux sublimer avec un graded guard, ouais, graded guard, c'est ça. Avec la Sanji PRB2, c'est la plus belle manga. Ok. Oui, je connais la boîte ARS, c'est ça. Ceux qui mettent l'étiquette en bas. Et effectivement, j'aime bien les boîtiers PSA parce il y avait le débat aussi avec du gradé CCC. Je trouve que leurs boîtiers sont très beaux. C'est probablement les plus beaux boîtiers que je connaisse, les boîtiers CCC. Très neutres, très fins, très premium, très jolis. Mais tu peux pas mettre de graded guard. Et moi, je suis un peu tombé là-dedans. Je suis un peu tombé dans le graded guard. Je trouve que c'est un exhausteur visuel pour le coup. Que justement ça vient bien répondre à la dynamique un peu d'austérité de PSA, mais du coup on se concentre que sur la carte et tu peux venir sublimer. Alors là il se trouve que mon graded guard ne fit pas avec la colorimétrie de mon Boba Fett, mais imaginez que j'ai je sais pas, un graded guard un peu rouge-vert en décliné autour, ça serait, euh, ça serait parfait. Et le problème de CCC, c'est que tu peux pas leur mettre de graded guard parce que c'est trop fin. Donc, donc ouais, comme j'aime bien ce truc-là, que je suis un peu dans ce game-là des Graded Guard, c'est pas facile à avoir ce genre de boîtier-là, hein. C'est des drops édition limitée pour la plupart, donc c'est un peu chiant. Euh, donc c'est un peu chiant à avoir, mais, euh, mais ouais, je trouve que ça sublime vraiment la pièce. Voilà. Je m'en lasse pas, hein. Je trouve que la texture, le rendu de la texture à la lumière, c'est fou en vrai. Franchement, les mangas, c'est dingue, hein, le travail qu'il y a sur la carte. Ouais, alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Graded Guard, en gros, c'est un concept ultra capitaliste, je dirais, qui essaye de jouer le jeu de la gradation au maximum. C'est-à-dire que c'était difficile d'avoir les cartes, maintenant c'est difficile de faire grader les cartes, maintenant c'est difficile d'avoir la case qui exhauste ton boîtier. Et donc en gros, Graded Guard, ils jouent le jeu du TCG au maximum. C'est qu'en gros, ils font des drops de Graded Guard avec plein de coloris différents. Euh, des coloris qui sont adaptés généralement aux cartes les plus hype du TCG. Tu vas avoir des coloris qui vont fitter avec le nouveau Dracofeu par exemple, le méga Dracofeu de Pokémon, des coloris qui vont fitter avec le Noctali. Et en gros, tu peux pas acheter le boîtier comme tu veux. Tu dois participer à un tirage au sort pour pouvoir gagner le droit d'acheter le boîtier. Et généralement, les boîtiers les plus prisés se revendent beaucoup plus cher que ceux que tu as eu le droit que le prix auquel tu as eu le droit de l'acheter.
Donc, c'est un délire un peu bizarre. Alors, les boîtiers unicolores comme ça, violets, eux, c'est en achat libre. Tout le monde peut les acheter. Hein. Ils ont quand même des produits disponibles pour tout le monde. Mais par contre, tous les boîtiers qui ont des coloris, là, c'est un peu un coloris champagne, un peu pailleté, un peu particulier. Et tu as beaucoup de boîtiers, justement, qui sont dégradés pour fitter avec des cartes particulières. Bah, ça, pour le coup, c'est des trucs limités. Ça vaut pas non plus très très cher, mais c'est très marrant le concept d'avoir justement fait des drops limités pour créer de l'hype et de l'engouement. Et je trouve que pour exposer ou alors pour faire du contenu Insta, ça vaut le coup de mettre ce boîtier violet là, c'est une dizaine d'euros. Ça valait le coup de payer 10 euros pour une carte de ce prix là. Je pense que ça les vaut quoi. Vire-moi ce Luffy tout moche. Oui, c'est vrai que Boba, toi, tu préfères Boba Fett. Ouais, ouais, 10 euros, c'est fine. C'est juste que, typiquement, celui-là, donc là, pareil, hein, si tu as gagné le droit de l'acheter, tu vas le payer, je crois, un truc comme 15 euros. Par contre, si tu l'as pas eu, bah, ça va se revendre 40, 50 balles, quoi. Alors, encore une fois, au regard du prix que valent les cartes gradées, c'est pas énorme. Mais là, ça commence à devenir chiant de payer 50 balles pour avoir ce truc-là. Moi, je l'ai parce que je l'ai gagné. J'ai été tiré au sort. Voilà. J'aurais jamais payé 50 balles, surtout pour couleur champagne. En fait, quand j'ai découvert ça, j'ai joué le drop qui était en place. Et le drop qui était en place, c'était la version champagne ou la version argentée. Et j'ai joué pour la version champagne juste pour voir. Il se trouve que j'ai gagné et bah tant mieux quoi. Mais j'aurais pas payé 50 balles pour la couleur champagne sinon. Mais ouais, c'est un peu le jusqu'où on va s'arrêter. Peut-être que après ça, on va ensuite créer d'autres boîtiers qui, eux, seront peut-être limités pour mettre notre carte dans le boîtier. Et puis on va mettre une carte dans une carte, dans une carte, dans une carte. Et ce sera peut-être les poupées russes. J'avoue que je suis sensible à des trucs complètement bullshit, mais c'est plus fort que moi, je trouve ça joli, quoi. Je fais mon mea culpa de oui, oui, je paye 10 euros pour mettre du plastique autour de ma carte qui est déjà dans du plastique. C'est vrai. Je n'ai pas de contre-argument à ça. Je trouve ça juste très beau. Je redemande pour la choper, tu vas d'abord chercher sur Mercari. J'ai trouvé cette carte sur Mercari, hein, littéralement. Impossible de la trouver à ce prix-là en Europe. Impossible. Et j'ai commencé à chercher. Il y a belle lurette, quoi. Voilà, c'est la fin de cette petite présentation pardon, des dernières cartes que j'ai rentrées dans ma collection, des Mail Day. Alors, il va pas y avoir des cartes de cette qualité-là à chaque vidéo, mais c'est pas grave, on se fait aussi plaisir hein, sur voilà, des petites cartes comme ça, c'est très joli. Voilà, ça, globalement, j'espère vous en représenter très rapidement. Mais voilà, celle-là, c'était un peu la cerise sur le gâteau. Pour ceux qui regardent cette vidéo sur YouTube, comme d'habitude, le petit partage, le pouce en l'air, l'abonnement, ça fait plaisir. Vous nous rejoignez sur tous nos différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Bonne collection à vous, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Quel est le prix si c'est pas indiscret? 1400 euros. C'est indiscret, mais c'est le jeu des TCG, quoi. J'ai pas de problème avec le prix, pour le coup. Ouais, ouais, c'était un beau Melday, là. Hein. La hype OP va faire que monter encore plus à la fin du manga. Moi, je pense quand même que ça va peut-être se corriger un moment, mais j'avoue, j'ai fait un bruit d'étranglement. Je comprends, Nergul. Mais bon, je pouvais pas laisser passer cette carte-là. Pendant tout 2025, je me suis dit, ah, c'est la carte la plus belle de 2025. Tiens, quand EB2 sort, je vais me récupérer cette Luffy. J'en avais même parlé dans un podcast pour dire à quel point je trouvais la carte exceptionnelle et à quel point c'était la meilleure manga du jeu. Et puis j'ai remis à plus tard, j'ai remis à plus tard, j'ai remis à plus tard parce que je me concentrais sur le Cardass Vintage. Et en fait, au bout d'un moment, bah, la hype One Piece ayant explosé, le FOMO s'est emparé de moi et je me suis dit, bah, en fait, si je la récupère pas maintenant, je la récupérerai plus jamais, quoi. J'aurais dû la cliquer, évidemment, en 2025. Mais voilà, quoi.
C'est la carte la plus chère que j'ai achetée de ma vie et c'est la carte la plus chère que j'ai dans ma collection. Je cherche en ce moment, le minimum que je trouve c'est 1800. Ah bah, moi le minimum que je trouve c'est 2500 en Europe, Docteur. Pour une PSA 10, je parle, hein. 1800 c'est en loose. Donc j'ai bien fait parce que 1800 en loose, 2500 en gradé, j'y serais pas allé quoi. J'aurais ou attendu que ça redescende, si ça redescend un jour, ou j'aurais juste, bah tant pis, j'ai loupé le coche et c'est bien fait pour moi. J'ai déjà loupé le coche parce que là, j'aurais pu la payer au lieu de la payer 1400, j'aurais pu la payer 1000 en m'y prenant plus tôt. Mais j'estime que je m'en sors pas trop mal, finalement, dans le grand ensemble.